Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Emeline Vital. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Décideurs engagés. Vous êtes directrice des ressources humaines et des affaires générales chez Opco EP. Opco EP qui est l'opérateur de compétences des entreprises de proximité. On va en parler bien évidemment, mais on va d'abord parler de vous. C'est le principe de Décideurs engagés. Emeline Vital, parlez-nous un petit peu de votre parcours. Vous avez fait des études de droit, c'est ça ? Oui, tout à fait. Un master en droit. À l'époque, ça s'appelait un DESS. Et après aussi un DESS à l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises, parce que je voulais compléter le droit par de la gestion, parce que je trouvais que le droit était un peu hors sol de temps en temps et ça me permettait d'être un peu plus opérationnel en fait. Et alors il y a eu un épisode aussi dans votre vie où vous avez suivi votre mari en Angleterre. Oui. Et vous en avez profité pour écrire un livre, je crois. C'est ça, oui. Le côté écriture rédactionnelle, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Le poids des mots. Le choc des photos. Voilà, c'est à peu près ça. Et c'est vrai que le poids des mots dans un livre, ça vous permet de vous emmener dans un imaginaire qui est très intéressant. Et c'est la même chose dans la culture d'entreprise, de pouvoir apporter ce côté rédactionnel, c'est très sympathique. Oui, les mots ont un sens. Hein. Exactement. Et ça permet de véhiculer la pensée aussi. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté, l'écriture, par ailleurs ? Je rappelle le titre du livre, ça s'appelle « Il ne se passe rien dehors ». Ouais, pourquoi ce choix ? Alors pourquoi ce choix ? Parce que c'est un personnage qui vit beaucoup dans son intérieur et qui ne voit pas forcément l'effet qu'elle a sur son entourage. Mais ce qui est surtout intéressant dans l'écriture d'un livre, c'est de générer chez l'autre un sentiment. Et même les mauvais sentiments, j'ai envie de dire, parce que ça veut dire que j'ai quand même généré quelque chose. Ce qui me gêne plutôt, c'est quand on me dit « ouais, ok, rien ». Bah là, oui, mais j'ai aimé, j'ai pas aimé, mais même si la personne n'a pas aimé, c'est chouette. Donc vous avez des enfants, vous avez suivi votre mari en Angleterre. Comment est-ce que vous avez mené votre vie professionnelle ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes directrice des ressources humaines et des affaires générales chez Opco EP ? Alors, c'est le fait d'être tombée dans le paritarisme, si je puis dire, depuis 25 ans maintenant. Ça a été mon premier travail dans un groupe de protection sociale à l'époque spécialisé dans l'agriculture. Et en fait, j'aime beaucoup travailler dans ces échanges politiques. C'est très enrichissant, les jeux d'acteurs. Ça rejoint l'écriture également. Donc, je trouve que ça complète quelque part mon profil. Et ça m'a permis en fait d'avoir cette vue politique, ce côté un peu spectateur au début, et maintenant je ne suis plus uniquement spectatrice, j'interviens aussi et je peux vous êtes être actrice de voilà, tout à fait. Pleinement. Pourquoi alors l'Opco EP, c'est évidemment l'opérateur de compétences des entreprises de proximité. C'est un milieu aussi qui vous plaisait, justement, l'artisanat, les professions libérales. Enfin, ça revêt quand même pas mal de secteurs. Hein. Oui, tout à fait. C'est 54 branches et c'est toutes les branches d'activité qui nous accompagnent dans notre quotidien, en fait. Que ce soit le boulanger, le boucher, le charcutier. Et ça va notaire, avocat et jusqu'aux pompes funèbres. Donc, c'est vraiment le quotidien de tout à chacun. Et c'est ça qui est très intéressant. Et l'artisanat, en fait, c'est à tous les coins de rue. Et c'est ce qui représente le tissu français, en fait. Plébiscité par les Français, en plus. Exactement. Hein. Justement, ils y tiennent, alors. Oui, tout à fait. Et c'est, en plus, des métiers où il y a une pénurie de main-d'œuvre super importante. Et donc, je trouve que c'est un milieu très porteur. Alors, justement, vous, en tant que DRH, qu'est-ce que l'Opco EP apporte justement à ces secteurs, ces métiers de proximité ? Alors c'est tout l'accompagnement, d'abord en termes de prospective sur leur métier, l'accompagnement de nos 54 branches pour voir les métiers de demain, comment on les accompagne. Par exemple, si avant le Covid on avait parlé à un boucher du numérique, c'était pas son sujet. Pour autant, avec le click and collect, pendant le Covid, il a bien fallu s'y mettre. Donc là, il a fallu organiser toutes ces formations et les accompagner. Donc il y a toute cette partie-là. Et puis, c'est aussi l'accompagnement en termes d'alternance. L'Opco EP, c'est 170 000 d'apprentissage. Voilà, 170 000 contrats d'apprentissage. Et donc, c'est très important pour mettre
nos enfants en fait dans le monde du travail. Et surtout sur nos métiers de l'apprentissage à l'OPCO, c'est de l'infra-bac, donc tout ce qui est avant le bac. Et donc c'est vraiment notre tissu économique, encore une fois. Un contrat sur 5 est un contrat d'apprentissage en France aujourd'hui, donc c'est extrêmement important. Pourtant, vous le disiez, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Pourquoi ces métiers, alors qu'ils sont plébiscités par les clients, entre guillemets, sont peu attractifs finalement? Parce que c'est des métiers qui restent durs, et c'est ils nous accompagnent au quotidien. Et donc, c'est des métiers où on travaille beaucoup le samedi, on travaille aussi potentiellement le dimanche ou le dimanche matin. Et c'est vrai que on souhaite avoir une vie équilibrée, pro, perso. Et c'est vrai que là, les ados ou les jeunes adultes, en tout cas, peuvent avoir une réticence à aller sur ces métiers. Et alors, on voit quand même un phénomène, c'est qu'ils peuvent aller, nos enfants peuvent aller sur des domaines un peu plus de bureau ou avec des horaires calés, mais par contre, ils y reviennent à ces métiers-là. On a aussi ce phénomène de retour aux vraies valeurs, aux vrais métiers, si je puis dire. Tout à fait. Il y a beaucoup de personnes qui font des reconversions à l'âge adulte, sur la quarantaine, cinquantaine, et qui reviennent sur des métiers de boulanger, de charcutier, parce que au final, c'était quelque chose qui a du sens en fait pour eux. C'est ça, le sens c'est très important. Aujourd'hui, oui. En interne, Émine Vital, vous qui êtes directrice des ressources humaines, qu'est-ce que vous faites? Quelles ont été les actions que vous avez menées pour vos collaborateurs? Alors, j'ai voulu travailler un 360, tant sur le handicap que sur l'accompagnement arrêt maladie, que sur les sujets de violences faites aux femmes, que sur la progression aussi au sein de l'OPCO-EP, au-delà de l'obligation d'employabilité de nos salariés que j'ai comme tout DRH, c'est vraiment d'avoir des formations qui conviennent et qui conviennent tant aux salariés qu'à l'OPCO-EP. C'est vraiment, et puis éviter la poudre aux yeux. Oui, une mise en adéquation vraiment pour tout à fait. mettre en avant la performance et monter et pouvoir gravir les échelons. Tout à fait, et c'est de travailler aussi sur des sujets innovants, comme par exemple, on est la seule structure à avoir mis dans notre contrat santé la prise en charge à hauteur de 200 € par an du test de cortisol en laboratoire. Et le test de cortisol, en fait, ça permet d'objectiver un burn-out et le stress. Donc une prévention par rapport c'est vrai que c'est le mal du siècle aussi, le burn-out. Tout à fait. Et donc moi, je souhaite que les salariés puissent être accompagnés. Donc on appelle ça du hors nomenclature parce que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Mais avec notre assureur, nous avons décidé de mettre ça en place. Et donc, on attend le retour d'expérience, mais les salariés ont été très intéressés par le sujet. Bien sûr. Et vous parlez aussi des violences faites aux femmes. Comment est-ce que vous intervenez aussi pour sensibiliser sur ces questions? Alors, on fait de la sensibilisation, déjà par des webinaires et de la formation. Au niveau de nos managers aussi, pour reconnaître. Parce que, par exemple, on se rend compte qu'un arrêt maladie du lundi, certains vont vous dire, l'arrêt maladie du lundi, on a fait la fête le week-end. En fait, pas forcément. C'est aussi la femme qui s'est fait taper le week-end et qui a besoin de se retrouver pour repartir la semaine aussi, parce que ça lui laisse une journée de répit. Donc on a pu mettre à l'intérieur des toilettes ce qu'on appelle un violentomètre, et c'est par couleur, vert, rouge, vert, orange, jaune. Pour permettre à la femme et aux hommes, parce qu'on a mis aussi dans les toilettes des hommes, bien sûr, oui, de voir ce qui est acceptable ou ce qui n'est pas acceptable en termes de violence faite aux femmes. D'accord. Donc on aide aussi les collaborateurs dans leur vie privée, si je puis dire. Les aides à l'apprentissage, on va parler un petit peu des aides à l'apprentissage, puisqu'il y a une grosse crainte justement que ces aides soient reniées avec les économies que le gouvernement prône. Les aides à l'apprentissage, c'est important pour l'OPCO-EP pour pouvoir proposer ces contrats d'apprentissage? Alors bien sûr, puisque ça engage les entreprises à le faire, donc ça permet aux entreprises de les soulager financièrement. Donc pour nous, c'est obligatoire que ces aides soient poursuivies. Maintenant, à quelle hauteur, je suis pas membre du gouvernement pour le dire, bien sûr, après. Mais pour autant, nous, les aides ont perduré. À un niveau un peu moindre, oui. Et voilà, un peu moindre. Après, on est moins touché. 6 000 € maximum par apprenti. Mais alors l'apprentissage, c'est aussi la voie pour gagner en compétences. C'est aussi important que la voie académique finalement. Ah, mais clairement. Clairement, parce que vous avez le côté opérationnel que la voie académique ne permet pas seule en fait.
On va parler de ce que vous faites en matière de handicap. On va passer à la question de nos partenaires. À présent, la question de Action Philippe Strait, c'est juste après le jingle. La question de Action Philippe Strait, l'association qui agit justement au milieu professionnel pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Quelles sont selon vous les actions spécifiques à déployer pour soutenir cette insertion professionnelle des talents en situation de handicap? Alors déjà quelques chiffres. Selon la Fondation de France, on a 12 millions de personnes en situation de handicap et on a 80% de ces personnes, c'est du handicap invisible. Donc moi en tant que DRH, je peux pas le voir si on nous le dit pas. C'est vrai. Et comment les accompagner? C'est leur donner envie de nous le dire aussi. Alors bien sûr, on fait le socle légal obligatoire. On a nos référents handicap, pardon. On a l'accompagnement prévu au niveau autant de l'organisation du temps de travail et tout ça. Mais ce que je souhaite, moi, avant tout, c'est de structurer l'OPCO-EP et on est en train de rédiger une politique parce qu'on a été jusque-là volontariste. Et je souhaite avant tout maintenant que ce soit structuré et performant pour les personnes en situation de handicap. Et ça, c'est par exemple leur proposer des bilans santé très particuliers, parce que généralement, ils sont suivis pour leur handicap propre, mais pas forcément sur ce qu'il y a autour. Et donc là, nous, on accompagne maintenant en bilan santé les personnes en situation de handicap et on les aide en amont aussi à pouvoir mieux appréhender le dossier qu'on appelle RQTH, oui, bien sûr. qui est assez compliqué à faire. Justement, exactement. Et donc, on a mis en place un service d'assistante sociale, en fait, pour les aider à constituer ce dossier. Alors, vous me disiez quelque chose de très intéressant, c'est que les personnes en situation de handicap qui sont en contrat d'apprentissage sont souvent les personnes qui restent le plus longtemps dans les secteurs dans lesquels ils travaillent. Hein. Oui, parce qu'en fait, quand il y a un contrat d'apprentissage, il arrive que ce contrat soit cassé et que ça s'arrête. Et on remarque qu'en termes de statistiques, les personnes qui sont en situation de handicap ont un taux de rupture qui est ultra bas. Faible. Ouais. Voilà, tout à fait. C'est hyper intéressant. À suivre. Ouais. Merci. On va passer à la question d'Europhone à présent, notre autre partenaire. Europhone, le partenaire de votre développement commercial B2B, et c'est juste après le jingle. La question d'Europhone, celle que vous avez choisie, Emeline Vital, c'est celle-ci. L'intelligence artificielle et l'automatisation transforment-elles les métiers et les interactions commerciales? Comment est-ce que les entreprises doivent-elles s'adapter pour rester compétitives sans déshumaniser la relation client? Alors, je pense que de toute façon, le premier point, c'est déjà ne pas fantasmer non plus l'intelligence artificielle et l'automatisation. Je pense qu'il faut l'anticiper et ne pas déshumaniser, mais pour autant accompagner et faire progresser cette relation client. Nous, ça nous permet, par exemple, quand nos conseillers vont voir tous nos adhérents, par exemple, encore une fois, le boucher ou charcutier. Oui. Est-ce que le boucher a besoin d'intelligence artificielle? Alors lui, pas forcément, mais nous, nous pour l'aider, oui. Bien sûr. Et donc, ça nous permet de mieux accompagner nos bénéficiaires dans la prise de leurs besoins. On gagne du temps et après, en termes de traitement administratif derrière, on gagne du temps également. Donc, par exemple, tous nos dossiers d'alternance sont automatisés à 99%, signature électronique également, tout genre de choses, pour aider dans ce cadre-là nos bénéficiaires. Ouais, la simplification, voilà, c'est aussi quelque chose. Tout à fait. Alors on en parle beaucoup avec le gouvernement aujourd'hui, puisqu'il y a une démarche dans ce sens. Nous, on l'a initié déjà depuis 5 ans, parce qu'on souhaite justement faire en sorte que nos adhérents qui ont autre chose à faire que du papier, on puisse leur faciliter la tâche au quotidien. Donc là, pour une fois, la simplification est vraiment effective. Hein, alors nous, elle est clairement effective et clairement efficace. Voilà, très bien. La question de l'hémicycle, à présent, c'est vous qui allez peut-être poser des questions aux personnes qui nous gouvernent. Question de l'hémicycle, c'est juste après le jingle.
La question de l'hémicycle. Emeline Vital, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos hommes et nos femmes politiques, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale, vous êtes devant le pupitre, vous pouvez les interpeller, vous avez 1 à 2 minutes face caméra. À l'OPCO-EP, contrairement à beaucoup d'entreprises, on a 8% de seniors, donc de personnes de plus de 60 ans. Nous souhaitons les valoriser et nous poursuivons cette valorisation. Pour autant, c'est des personnes qui sont, hélas, plus souvent en arrêt maladie. Et donc, j'ai besoin de dispositifs pour m'aider à les accompagner de plus en plus. Et je pense que c'est à votre niveau que ça peut se faire. Voilà, le message est passé. J'espère qu'il sera entendu. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir participé à notre émission. On se dit tout et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve évidemment très très vite sur les réseaux pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.